Bonsoir. Je suis très contente de venir parler de mes travaux, de sortir de mon laboratoire pour parler un peu des travaux que je mène au Muséum national d'histoire naturelle. Donc effectivement, je suis professeure d'écologie et je m'occupe d'écologie urbaine. Alors pourquoi d'écologie urbaine? On va d'abord peut-être parler de généralité sur la biodiversité, même si vous en avez certainement entendu parler déjà au cours des conférences précédentes. Vous savez que la biodiversité, c'est l'ensemble des organismes vivants qui vivent sur notre planète. Ces organismes, ils vivent au sein d'écosystèmes. Et au sein de ces écosystèmes, les espèces sont interdépendantes. Il y en a qui en mangent d'autres, qui en aident d'autres à se reproduire, etc. Et on sait que la disparition de certaines espèces entraîne la perte d'autres espèces. Et lorsque l'écosystème est appauvri, il ne peut plus assurer les fonctions écologiques qu'il assure habituellement. Par exemple, fournir des espèces pour l'alimentation des humains, comme des plantes, du poisson, du gibier, etc. Les écosystèmes, quand ils fonctionnent bien, ils peuvent réguler le climat, filtrer l'eau pour donner de l'eau potable, etc. Ils fournissent des services qu'on appelle des services écosystémiques, qui sont présentés ici sur cette diapo. On a l'habitude de les classer en services d'approvisionnement, donc tout ce qui produit des plantes, des animaux pour notre consommation, du bois, des organismes qui contiennent des molécules qui peuvent nous servir pour faire des médicaments, de l'eau potable. Il y a les services de régulation qui régulent le climat, enfin des choses comme ça. Les services de soutien, ce sont des services qui aident les autres services d'approvisionnement ou de régulation à s'exercer. Et puis on a aussi les services culturels qui sont fournis par les écosystèmes. Par exemple, quand vous prenez plaisir à vous promener dans une forêt, le service fourni par la forêt, c'est un service culturel, un service de loisirs. Et il y a quantité de services culturels de ce type-là. Et donc, en ville, la ville, c'est un écosystème. Il y a un ensemble d'espèces qui vivent ensemble, notamment les humains, puis des animaux et des plantes. Ces écosystèmes sont tout à fait particuliers. D'abord parce que la pression est très forte de la part des humains. Les milieux sont relativement chauds par rapport à des milieux plus naturels autour. Ils sont plus secs parce qu'on a l'habitude de bien drainer l'eau qui tombe sur la ville. Ils sont tassés, les sols sont tassés, pollués, riches en nitrates. Les animaux et les plantes, on les restreint sur des superficies réduites. Et les populations animales et végétales sont relativement isolées les unes des autres par du bâti. On va y revenir. Tout ça, ça explique qu'il y ait beaucoup d'espèces qui ne peuvent pas vivre en ville. Néanmoins, il y en a quand même un grand nombre qui arrivent à vivre en ville. Alors, on va voir un peu quel est l'intérêt de préserver la biodiversité en ville. Pendant longtemps, on a pensé que la biodiversité, c'était à l'extérieur des villes et que dans les villes, on n'avait pas besoin de biodiversité. En réalité, la biodiversité des villes a une influence forte sur la qualité de vie des citadins. De nombreuses études montrent qu'elle a un impact direct sur la santé des gens. Il y a beaucoup moins de problèmes psychologiques dans les villes où il y a des espaces verts, où on voit des plantes et des animaux, que dans des villes complètement minérales avec uniquement des bâtiments et des routes. Et puis, sur la qualité de vie des citadins aussi, sur leur bien-être, il est plus agréable de vivre dans un quartier un peu vert que dans un quartier complètement minéral. Donc là, sur la diapo, j'ai mis l'exemple d'un article scientifique sorti sur ce sujet. Alors, quelle est l'importance des espaces verts dans les villes? On sait qu'ils modifient les îlots de chaleur. Alors, mon collègue en parlera peut-être après. Lors de la canicule de 2003, on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup plus de mortalité dans les quartiers où il n'y avait pas d'arbres, pas de végétation, parce que les espaces verts modifient la température des villes. Les végétaux absorbent une partie des gaz à effet de serre. Alors, ils ne font pas tout le travail, mais ils en absorbent une partie. Ils fournissent des espaces de récréation qui sont très importants pour les citadins et ils peuvent avoir une valeur culturelle et touristique. Ils fournissent aussi des habitats et des corridors aux espèces sauvages, aux espèces animales et végétales sauvages.
Certains espaces verts sont utilisés pour la production alimentaire, donc il faut des sols sains pour pouvoir faire de la production alimentaire, avec la faune du sol qui permet cette production. Et puis dans les zones périurbaines, on sait que c'est très important aussi pour la production alimentaire, pour les forêts qu'elles contiennent, et puis pour les zones de récréation qu'elles procurent aux citadins. Il y a beaucoup de Parisiens qui vont par exemple se promener dans les forêts autour de Paris à l'occasion de leur week-end. Alors qu'est-ce qui conditionne la qualité de la biodiversité dans une ville ? D'abord, la première chose, c'est la place qu'on lui laisse. Si on fait de grands espaces verts, si on laisse de la place pour que les végétaux puissent pousser dans les rues, si on organise beaucoup de jardins, etc., évidemment, on a une biodiversité qui est plus importante. Ce qu'il faut savoir en écologie, c'est une des règles de l'écologie, c'est que pour qu'une espèce animale ou végétale se porte bien, il faut qu'elle soit sous forme de population avec un nombre relativement abondant d'individus. Ces individus doivent être relativement diversifiés sur le plan génétique. Ils ne doivent pas être tous identiques. Et puis, les populations doivent pouvoir échanger des gènes entre elles. Alors ici, sur cette diapo, j'ai figuré des plantes qui échangent des graines ou du pollen à l'occasion de passage d'insectes ou du vent, etc. Voilà le gage de bon fonctionnement de la biodiversité. Quand on se trouve sous forme de petites populations extrêmement réduites par leur nombre, par la surface qu'elles occupent, et puis très peu diversifiées sur le plan génétique, on arrive rapidement à l'extinction de ces populations. Alors quand on a des animaux ou des végétaux qui se trouvent dans des pelouses, comme vous voyez au pied de cet immeuble, vous imaginez bien que la biodiversité a du mal à se maintenir parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui ne peuvent pas échanger des gènes avec d'autres populations aux alentours, qui ne peuvent pas se trouver là en grand nombre. On n'imagine pas un gros mammifère habiter sur à part les hommes, sur cette pelouse, si bien qu'il y a une sélection très forte pour des espèces qui sont relativement tolérantes à l'urbanisation et qui surtout arrivent à passer la barrière des immeubles pour pouvoir établir des connexions avec les autres populations. Donc voilà, dans les villes, on se retrouve sous forme de petites populations et puis des problèmes de corridors entre ces populations. Alors, il y a des études qui ont été faites pour voir combien on trouvait d'espèces dans des parcs. Et par exemple, sur ce graphe, je vous montre combien qui a été fait par l'École normale supérieure à Lyon. On voit que plus les parcs ont une surface importante, ici en abscisse vous avez la surface des parcs, plus on trouve par exemple d'espèces d'oiseaux nicheurs. Donc on voit que la superficie des parcs est importante pour accueillir un grand nombre d'espèces. Le deuxième facteur qui conditionne la qualité de la biodiversité en ville, c'est la façon dont on gère la ville. Par exemple, à quel point on tond les pelouses, à quel point on laisse les humains piétiner les pelouses, etc., les animaux fréquenter les espaces. Et avec une petite collègue, nous avons travaillé sur une centaine de pelouses de la ville de Paris. Et nous avons regardé de quoi étaient constituées ces pelouses. À vue d'œil, sur une pelouse, il y a surtout de l'herbe, mais si on regarde de façon un peu plus précise, on voit qu'il y a des pâquerettes, il y a des pissenlits, il y a une quantité d'espèces. Et les pelouses ont une qualité et offrent un service d'autant meilleur qu'elles ont beaucoup d'espèces, qu'elles renferment beaucoup d'espèces. Alors notre unité de mesure, c'est le quadrat. Je n'ai plus la flèche. Je vais revenir. C'est le quadrat, c'est un petit carré de 30 cm sur 30 cm qu'on pose sur la pelouse et on compte le nombre d'espèces qui se trouvent dans ce carré et on fait cette mesure à plusieurs endroits. Et on se rend compte que, par exemple, les pelouses pour lesquelles on utilise beaucoup de pesticides, on trouve moins d'espèces que les pelouses sans pesticides. Évidemment, si on met un herbicide, il y a une quantité d'espèces qui va disparaître et c'est pour ça qu'il y a moins d'espèces. Mais si on met un insecticide, on va aussi avoir moins d'espèces parce qu'on va tuer les insectes qui pollinisent les plantes à fleurs, certaines plantes à fleurs, et donc ces plantes à fleurs ne pourront pas se reproduire.
j'ai du mal avec ma souris, voilà. Donc on voit une grande différence entre le nombre d'espèces qu'on trouve par quadrat dans une pelouse sans pesticides que dans une pelouse où on utilise des pesticides. Le nombre de tontes a également un impact fort. Si on tombe peu fréquemment, on a plus d'espèces dans nos quadrats que dans les pelouses qui sont fréquemment tondues. Et quand on dit des tontes peu fréquentes, c'est des tontes qui respectent le cycle biologique d'un grand nombre d'espèces, c'est-à-dire qu'on attend que les plantes aient fleuri et aient donné leurs graines pour tondre la pelouse. Ensuite, on a regardé la rareté des espèces qui se trouvent dans la pelouse. Certaines espèces sont très banales, d'autres sont un peu plus rares. On peut faire la moyenne de la rareté des espèces comme ça, et on se rend compte que dans les pelouses avec pesticides, on a moins d'espèces, on a des espèces moins rares que dans les pelouses sans pesticides, où on n'utilise pas de pesticides. De la même façon, les pelouses qui sont piétinés par les citadins qui se promènent ont des espèces moins rares que les pelouses qui sont préservées du passage des citadins. Je ne dis pas qu'il faut interdire toutes les pelouses, on reviendra là-dessus évidemment. Le troisième facteur qui conditionne la qualité de la biodiversité en ville, c'est la diversité des milieux. Dans une ville, on peut avoir différents types d'espaces urbains. Par exemple, on peut avoir des parcs ornementaux, ici c'est le jardin des plantes. On peut avoir des friches, des terrains vacants où des immeubles ont disparu et où on laisse pousser la végétation. On peut avoir des jardins potagers, qu'ils soient familiaux ou privés. On peut avoir des pelouses comme au pied des immeubles. Il y a une quantité de types d'espaces verts qu'on peut trouver dans une ville. Et plus ces types d'espaces verts sont diversifiés, plus on trouvera d'espèces parce que chaque espèce a ses préférences et se trouvera mieux soit dans un parc urbain, soit dans un potager, etc. Alors, il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent, évidemment. Il y a d'abord les données climatiques et environnementales. On ne trouve pas du tout les mêmes espèces à Rio de Janeiro et à Paris. Il y a la qualité de l'air, de l'eau, du sol, à quel point ces espaces sont pollués. Il y a aussi ce qui se trouve autour de la ville, si ce sont des champs cultivés en agriculture intensive ou bien si ce sont des forêts, des espaces plus naturels. Tout ça a une importance. Il y a aussi le type d'occupation du sol avant l'urbanisation. Si on construit un quartier sur des champs cultivés ou sur un espace plus naturel, on ne trouvera pas les mêmes espèces. Ça dépend de l'âge et de la densité de l'urbanisation. Dans les centres-villes, on n'a pas la même chose que dans des espaces un petit peu plus en banlieue. Et alors, maintenant, on va examiner un peu quelles sont les espèces qu'on peut trouver dans une ville. Alors d'abord, il y a toutes les espèces domestiques et cultivées, donc toutes les espèces ornementales qu'on peut trouver dans les parcs urbains, par exemple, ou sur les balcons des citadins. Tout ce qui est arbre d'alignement, qui a été choisi aussi pour ornementer la ville et aussi pour les services de régulation type faire de l'ombre l'été, par exemple. Dans les villes du Sud, c'est très vrai. Et puis d'autres végétaux qu'on choisit pour embellir les façades ou tout autre type de végétaux. Il y a aussi, quand on parle d'animaux, les animaux domestiques qui nous accompagnent, donc principalement des chiens et des chats, mais il y en a encore bien d'autres. Et puis, il y a les espèces sauvages. Alors les espèces sauvages, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. Je me suis penchée un peu sur les données qui existaient dans l'inventaire national du patrimoine naturel qui se trouve au muséum. Mais à vrai dire, il y a assez peu d'inventaires en ville, même si maintenant on commence à s'y intéresser un peu plus, parce que dans le temps, les botanistes ou les zoologistes préféraient sortir de la ville et aller faire leurs inventaires dans des espaces plus naturels, si bien qu'on ne connaît pas si bien que ça les espèces qui poussent ou qui vivent dans la ville. Alors, ce qu'on connaît le mieux, c'est les espèces végétales et puis les vertébrés. Mais alors, quand on s'attaque aux insectes ou aux araignées, à part les blattes, on ne connaît pas forcément grand-chose. Alors, on s'appuie aussi sur des programmes de sciences participatives qu'on a développés au Muséum national d'histoire naturelle, où on demande aux citoyens, qu'ils soient amateurs de nature, voire très compétents en détermination d'organismes vivants,
soit même au grand public, même qui n'a aucune connaissance. On demande aux gens, à travers certains programmes, d'envoyer des données, de récolter des données et de nous les envoyer. Et la suite de mon exposé va consister à vous montrer ce que je sais sur les espèces animales et végétales de la ville à travers les projets de sciences participatives. Alors, pour les batraciens, on a un projet de sciences participatives, mais il n'est pas suffisamment développé pour que je puisse vous montrer des données. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Paris, on connaît environ 3 espèces de batraciens. Les données ne sont pas très récentes, ça veut dire qu'il n'est pas sûr qu'ils existent encore à Paris. En tout cas, le crapaud sonneur à ventre jaune a probablement disparu. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que les batraciens, ce sont des espèces qui sont très malmenées par la raréfaction de leurs habitats et la pollution de leurs habitats. Les oiseaux, à Paris, actuellement, on peut rencontrer environ 80 espèces d'oiseaux, dont je vous ai mis les plus courantes là en photo. Et d'après nos projets de sciences participatives, alors le projet sur les oiseaux s'appelle STOC, Suivi temporel des oiseaux communs. C'est le projet le plus ancien du Muséum national d'histoire naturelle. Et il suit donc les populations d'oiseaux depuis 1989 et il commence à donner des résultats extrêmement intéressants. On voit que les oiseaux, la tendance générale, c'est une perte de 14% d'abondance en oiseaux sur le territoire français. Et quand on regarde particulièrement les espèces qui sont liées directement au bâti, on en a perdu 21% depuis 1989. Alors, ce n'est pas le pire, hein, c'est les milieux agricoles qui sont les plus mal lotis. Et finalement, ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont les espèces généralistes qui sont capables d'habiter un peu partout et qui, du coup, envahissent un peu les milieux les plus difficiles. Pour ce qui est des mammifères, j'ai trouvé des données anciennes qui montraient que en 1595, on avait des cervidés, des sangliers, des lièvres et même des loups en France, à Paris, pardon. Ces espèces ont disparu de Paris. Et les données actuelles ne mentionnent que cette petite dizaine de mammifères que vous voyez là sur les photos. Donc hérissons, taupes, lapins, renards, etc. Et alors, quand on parle de mammifères, on oublie souvent toute une catégorie d'espèces qui ne sont pas là sur ces photos-là, mais qui sont là. Ce sont les chauves-souris. Et à Paris, il y a un certain nombre de chauves-souris. On est en train d'en faire la liste, d'en dresser la liste, grâce au fait que les chauves-souris émettent des signaux, des ultrasons, qu'on peut enregistrer et qui sont tout à fait caractéristiques des espèces, si bien qu'il n'y a pas besoin de les voir et de les reconnaître. Il suffit de les enregistrer et d'analyser les signaux qu'on reçoit pour savoir quelles sont les espèces qui nous entourent. Donc il y a beaucoup de projets en ce moment sur le travail sur les chauves-souris. Et ce qu'on peut dire pour l'instant, en ce qui concerne les espèces les plus communes à Paris, la pipistrelle commune par exemple, c'est qu'elle se trouve de façon préférentielle dans les zones suburbaines résidentielles, donc plutôt en banlieue, là où il y a des maisons avec des petits jardins. Et on les trouve très peu dans les zones industrielles. Et après, on peut même être un peu plus précis et on se rend compte que ce qu'elles préfèrent, c'est les zones où il y a beaucoup de haies, avec des arbres à la fois des feuillus et des conifères. Et que par contre, nos haies de thuya, elles les apprécient moyennement, enfin beaucoup moins que les haies avec des feuillus. Pour les papillons, il y a pas mal de papillons qui vivent en ville. En réalité, on voit un certain nombre de papillons et les papillons sont des très bons indicateurs de la qualité de la ville, justement. Alors, il y a 2 espèces qui sont mieux en ville que les autres. C'est une espèce, le brun des pélargoniums, qui se trouve là, qui a été introduit en même temps que les géraniums qu'on cultive sur nos fenêtres. Parce qu'il est inféodé à cette plante-là, il s'en nourrit, il vit dessus. Donc, plus on cultive de géranium et plus on a ce papillon. Et puis, un autre papillon, celui-ci, le tyrcis, qui est un papillon qui aime bien les parcs urbains. Sinon, les autres espèces, elles ont quand même tendance à préférer la campagne que la ville. Et on l'a vu avec l'Observatoire des papillons de jardin, qui demande aux gens
qui n'ont aucune connaissance sur la nature, d'observer les papillons qui sont dans leur jardin, et on leur donne évidemment des clés qui leur permettent de les reconnaître. Et grâce à leurs données, on a pu établir la carte des papillons en Île-de-France, par exemple. Et ce que vous voyez ici, c'est la carte de l'urbanisation de l'Île-de-France, avec évidemment Paris, le centre urbain. Tout ce qui est rouge, c'est très très bâti. Et là, c'est la carte des papillons. Et vous voyez qu'on a presque le contraire de la carte de l'urbanisation, c'est-à-dire que dans Paris et la banlieue proche, on a assez peu de papillons. Les papillons se trouvent surtout dans les zones un peu plus naturelles en périphérie. Alors, on a demandé aux gens qui nous envoyaient les données si ils laissaient des espaces un peu vierges, entre guillemets, dans leur jardin, des espaces où ils ne passent pas la tondeuse, où surtout ils n'utilisent pas de produits phytosanitaires, où ils laissent les herbes folles se développer. Et à ce moment-là, on voit que plus il y a ces espaces naturels dans les jardins, et plus il y a d'espèces de papillons, et plus les papillons sont abondants. Et après, on a regardé aussi s'il y avait un lien entre les espèces ornementales cultivées et qui offrent du nectar aux papillons. Et on voit que plus ces espèces sont abondantes, ces espèces de plantes sont abondantes, et plus on a de papillons dans les jardins. Ça veut dire que si vous voulez avoir des papillons dans vos jardins, laissez des endroits sans gestion, et puis mettez quelques fleurs qui attirent les papillons, et vous aurez beaucoup plus de papillons. Alors pour ce qui est des plantes, il y a un grand nombre de plantes puisque dans Paris intramuros, on estime environ à 1 millier le nombre d'espèces de plantes sauvages qui poussent, sans parler des plantes ornementales qui sont plantées par les citadins. Alors pour travailler sur ce sujet, j'ai utilisé les données Vigiflore, qui est un projet de sciences participatives où on demande à des botanistes compétents de faire des relevés de 10 fois 1 mètre carré à des endroits bien précis qu'on leur indique sur une carte. Et grâce à leurs données qui ont été prises dans toute la France, on peut classer les milieux en fonction du nombre d'espèces qu'on trouve dans ces 10 fois 1 mètre carré. Alors là où c'est vert, ce sont des milieux relativement naturels. Et puis plus on va vers le bas, ça veut dire qu'on a moins trouvé d'espèces dans nos quadrats de 10 fois 1 mètre carré. Et c'est là qu'on trouve le milieu urbain, donc le plus pauvre en espèces. Et on a distingué quand même les espaces verts urbains qui se trouvent à cet endroit-là. Donc, dans les espaces verts urbains, on a une biodiversité qui est relativement acceptable, au même niveau que dans les vergers, les bosquets, etc., dans les forêts mixtes, dans les forêts de conifères. Voilà, on est à peu près à ce niveau-là. Et puis, le milieu urbain, on est à peu près au même niveau que dans les cultures, dans les milieux agricoles relativement intensifs. Et après, comme tout à l'heure, on a regardé aussi quelle était la rareté des espèces qui peuplaient le milieu urbain. Alors, le milieu urbain, il se trouve là. Globalement, il y a assez peu d'espèces rares. Vous voyez, plus on est haut dans la courbe, plus il y a des espèces rares. Les espèces rares se trouvent dans les milieux les plus naturels. Et le milieu urbain donc, se trouve là, en même temps que le milieu agricole, très peu différent du point de vue de la rareté des espèces qu'on y trouve. Et les espaces verts urbains se trouvent ici. Donc, c'est dans les espaces verts qu'on trouve les espèces les plus rares, mais c'est quand même des grandes banalités. Alors, on a travaillé aussi sur le projet Sauvage de ma rue. Le projet Sauvage de ma rue, il a pour objectif à la fois de faire connaître les espèces qui poussent, les plantes qui poussent dans les quartiers aux gens qui habitent dans ces quartiers, et en même temps de récupérer des données qui nous permettent de connaître les espèces qui poussent dans les villes. Alors le protocole est très simple. On demande aux gens de choisir une rue, là, par exemple la rue où ils habitent, de reconnaître les espèces. Ça demande un petit peu d'entraînement et on produit des outils pour qu'ils puissent les reconnaître. Je vous montrerai après. Ils doivent en faire la liste en notant dans quel type d'interstice ils ont trouvé les espèces. Est-ce que c'était au pied du mur? Est-ce que c'était dans des pieds d'arbres? Est-ce que c'était dans des petites pelouses, etc. Et puis, ils doivent saisir les données en ligne grâce à un logiciel convivial. Si vous avez un peu de temps, je vous engage à faire ce programme. Ça nous est très précieux.
Alors, on a développé différents outils, des outils en ligne et sinon des livres qui permettent de reconnaître les espèces les plus courantes qu'on trouve sur les trottoirs. Donc, le livre s'appelle Sauvages de ma rue. Voilà l'exemple de fichiers de fiches de terrain. Donc, il faut dire dans quelle rue on a trouvé les plantes et puis en établir la liste en cochant si c'était au pied d'un arbre, etc. Et après, il y a un logiciel très facile à utiliser sur Internet. Il suffit d'aller sur Sauvages de ma rue et on trouve tout ça très facilement. Alors, qu'est-ce que ça nous ont enseigné les données qu'on a reçues grâce à nos correspondants citadins bénévoles? Ben, ce qui m'a le plus intéressé, c'est que plus on s'éloigne de Paris-Centre, donc ici, j'ai considéré que Paris-Centre, c'était la cathédrale Notre-Dame de Paris, et plus on s'éloigne en banlieue, jusqu'à une vingtaine de kilomètres de Paris-Centre, par exemple vers Orly-Ouest, et plus on trouve que les espèces qui poussent sur les trottoirs sont dépendantes des pollinisateurs. Dans le centre de Paris, on a surtout des espèces qui se débrouillent pour se reproduire toutes seules. Et plus on s'éloigne en banlieue, et plus on trouve des espèces qui ont besoin d'abeilles, de papillons, etc. pour se reproduire. Alors pourquoi la distribution s'est faite comme ça? C'est certainement qu'en ville, il n'y a pas tant de pollinisateurs que certains le prétendent, et que du coup, pour une plante qui se trouve toute seule sur son trottoir, eh ben, elle peut avoir du mal à être fécondée, et il vaut mieux qu'elle compte sur elle-même pour produire ses graines. Mais surtout, ce que nous a enseigné ce projet, c'est que les caractéristiques du trottoir sont très importantes pour ce qui est de la richesse de la flore. Donc, quand on se trouve dans des rues où il n'y a aucun aménagement, où on laisse pousser les plantes nulle part, on trouve quand même 3 ou 4 espèces par 100 mètres de longueur de trottoir, celles qu'on réussit à pousser entre les pavés ou dans une fissure de mur. Et puis, plus il y a des aménagements, des petits gazons, des pieds d'arbres, etc., plus on trouve d'espèces par 100 mètres de trottoir. En moyenne, on peut aller jusqu'à une dizaine d'espèces par 100 mètres de trottoir dans les villes où il y a des aménagements prévus pour ça. Mais c'est vraiment une moyenne parce qu'on observe des trottoirs où on peut avoir 40-50 espèces sous les haies, sur un talus, etc. S'il y a de l'espace pour que les espèces puissent pousser, eh bien, elles poussent et elles donnent des choses assez exceptionnelles. Donc voilà ce qu'on peut dire à partir des données sauvages de ma rue. Et actuellement, je suis en train de regarder si je retrouve les mêmes tendances dans les autres villes de France et faire des comparaisons avec les villages. Les dernières espèces dont je vais parler très très rapidement, ce sont les espèces invasives. La ville est au confluent de beaucoup de voies de transport et donc il y a beaucoup d'espèces qui arrivent naturellement ou pas naturellement en ville et on voit des espèces qui s'habituent très bien et qui se développent énormément et qui peuvent poser des problèmes. Alors les espèces végétales, vous les connaissez, il y a le buddleia, l'élante, la renouée du Japon, etc. Ce sont des espèces qui, quand elles s'installent quelque part, ont tendance à envahir le milieu et à empêcher les autres espèces de s'implanter. Et pour les animaux, il y a les perruches, dont certains me parlaient tout à l'heure, et qu'on voit de plus en plus présentes, qui se sont échappées de volières et qui forment des populations qui sont capables de se reproduire et de vivre chez nous, et qui sont assez bruyantes. Et puis, des écureuils plus ou moins exotiques qui posent un problème en matière de santé publique parce qu'ils ont des tiques qui transmettent la maladie de Lyme et en plus ils gênent nos populations d'écureuils autochtones. Donc voilà un peu les espèces invasives. Alors il y a des controverses pour savoir s'il faut éradiquer ou pas éradiquer les espèces invasives. Moi, j'ai tendance à dire que pour la plupart, on ne peut pas faire grand-chose, donc c'est peut-être se battre contre l'impossible. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est inutile de les aider à se propager et que donc c'est inutile de planter, par exemple, des arbustes qui ont un pouvoir envahissant. Parce qu'inévitablement, on va avoir besoin de s'en débarrasser à un moment ou à un autre et on aura beaucoup de mal. Donc, pour résumer, pour finir, quels sont les facteurs qui peuvent améliorer la biodiversité en ville? Eh bien, il faut absolument prévoir de la place pour de grands espaces verts diversifiés. Il faut que ces espaces verts soient reliés entre eux par des corridors. C'est ce qu'on appelle maintenant la trame verte.
donc des allées d'arbres, des haies, des chemins, des suites de chemins de jardins privés qui peuvent servir de corridors, à condition qu'il n'y ait pas des murs entre ces jardins privés. Un hérisson, il ne peut pas sauter un mur, hein, donc il est enclavé si jamais il se retrouve dans un jardin entouré de murs. Les bords de voies de transport servent souvent de corridors entre des espaces verts. Il faut absolument multiplier des petits espaces végétalisés. Il faut absolument aussi opérer une gestion différenciée et douce, donc pas trop drastique, on ne tombe pas tous les matins, etc. Et puis surtout, abandonner l'utilisation de produits chimiques, de produits phytosanitaires, qui sont très mauvais pour l'environnement et qui sont également très mauvais pour la santé humaine. Les agriculteurs souffrent énormément de tous les pesticides qu'ils ont pu utiliser pendant leur vie d'agriculteur. Et ça commence juste à se savoir et c'est très dommage parce que la santé humaine est vraiment en jeu. En résumé, préserver la biodiversité est nécessaire même en ville, mais le problème, c'est que les préconisations sont parfois contraignantes pour les humains, voire même inacceptables. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on ne tourne pas régulièrement, que la pelouse ne soit pas impeccable, etc. Ce qu'il faut trouver, c'est un compromis entre ce qui est souhaitable pour la biodiversité, ce qui est économiquement possible, évidemment, et puis ce qui est acceptable pour les habitants des villes. Et donc, toute la problématique de l'écologie urbaine repose sur ces compromis à trouver. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour, donc moi je suis chercheur en météorologie et en climat, et donc je viens de Toulouse pour vous présenter donc les travaux qu'on a menés ces dernières années sur l'adaptation des villes au changement climatique, et en particulier sur le rôle que peut avoir la végétation pour nous aider à adapter nos villes au changement climatique. Donc ce n'est pas des travaux qu'on a fait tout seul à Météo France, parce qu'on travaille sur la ville et que la ville est un milieu très complexe. Donc on a travaillé beaucoup avec des urbanistes, avec des architectes, avec des géographes, avec des sociologues, avec des hydrologues. Donc c'est forcément des études où on a beaucoup d'échanges avec d'autres disciplines scientifiques. Donc là je vais vous faire un petit résumé des derniers résultats qu'on a trouvés sur justement cette problématique de l'adaptation des villes au changement climatique. Donc, le plan de l'exposé va être assez simple. Donc, je vais vous présenter d'abord le contexte, donc les trois grands éléments en jeu dans la problématique, la ville, le changement climatique, et un troisième que je vous présenterai après. Après, je présenterai en quoi la végétation peut aider à rafraîchir la ville et comment elle le fait. Et ce n'est pas forcément de la façon dont on pense. Et ensuite, voir comment on peut l'utiliser, cette végétation, pour adapter nos villes. Il y a plusieurs stratégies d'adaptation possibles, et la végétation en est une. Je présenterai aussi d'autres, comme la climatisation par exemple. Donc, sur le contexte. On a trois éléments. On a la ville, on a le changement climatique, donc avec le réchauffement climatique qui va atteindre plusieurs degrés, et un autre élément qui est l'îlot de chaleur urbain, dont Nathalie a parlé tout à l'heure, qui est qu'il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. Et la problématique, c'est qu'en ville, on va avoir à la fois le changement climatique qui est global et l'îlot de chaleur urbain. Donc il va falloir voir quelles sont les conséquences de cet effet-là, de cette augmentation de température sur la ville. Donc en ville, qu'est-ce qu'on a? On a une concentration importante de différents facteurs, de population, d'habitants, d'usagers, donc soit des gens qui habitent, soit des gens qui viennent travailler dans la ville avec des mouvements donc, qui se déplacent chaque jour pour venir travailler, ou des gens qui viennent visiter les villes, donc avec plein
problématiques d'utilisation de la ville différentes. Il y a aussi une concentration de biens et de capitaux. Donc, les villes, il y a tout un historique d'un point de vue monument, tout un historique, beaucoup de biens, ne serait-ce que l'immobilier ou de capitaux. Donc on peut voir par exemple à la Nouvelle-Orléans ce qui s'est passé quand il y a eu le cyclone Katrina. Donc il y a eu quand même une forte perte au niveau capitaux et biens. Et il y a aussi une concentration de nuisances. Donc pour ce qui est, par exemple, les nuisances extérieures, on peut avoir le bruit, on peut avoir la qualité de l'air, qui est en général moins bonne en ville qu'à la campagne. On va avoir des allergènes, des allergies, par exemple. Donc il y a beaucoup donc, de concentration de gens, de biens et de nuisances. Et donc ça nous conduit à divers enjeux sociaux. Donc comment faire en sorte que les gens soient bien en ville ou dans sa ville. Des enjeux économiques. Donc comment faire en sorte que d'une part ça fonctionne et que la ville soit en bonne santé économique. Et ce dont on va parler aujourd'hui, des enjeux environnementaux. Donc sur des impacts sur la qualité des sols, sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Sur la biodiversité, par exemple. Voilà. Donc, on a tous ces éléments. Donc, le deuxième élément de contexte, c'est le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, la première chose que je veux dire, c'est que c'est un phénomène qui concerne l'ensemble de la planète. Donc, ce n'est pas un phénomène qui concerne notre ville, Paris ou la Villette. Ça concerne vraiment l'ensemble de la planète parce que c'est lié à un effet de serre qui se passe assez haut dans l'atmosphère, entre 10 et 20, 30 km, où on a des gaz à effet de serre qui ont été relâchés par les activités humaines qui sont placés donc, à ces altitudes et qui sont homogénéisés un peu tout autour de la Terre. Donc, les gaz à effet de serre d'origine humaine, c'est le gaz carbonique, le CO2, mais il y en a d'autres, le méthane par exemple. Voilà. Et c'est parce qu'on a les augmentations de gaz carbonique dans l'atmosphère qu'on va avoir cet effet de serre. Et donc, on est déjà tous allés dans une serre. On a plus chaud quand on est sous une serre que quand on est à l'extérieur parce que la chaleur ne peut pas repartir. Sur la Terre, c'est pareil. Alors l'inconvénient majeur de ce réchauffement climatique, c'est qu'on n'a aucune idée de quelle sera l'intensité exacte de son réchauffement. C'est-à-dire selon les scénarios climatiques, ça sera entre plus 2 degrés et plus 6 degrés. Mais ça dépend énormément des émissions des gaz à effet de serre qu'il y aura pendant le XXIe siècle. Donc ça dépend énormément des politiques qui seront prises à l'échelle mondiale pour réduire ou non les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça dépend de l'agenda politique, de la capacité des États à se mettre d'accord pour réduire ou non les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on peut avoir un réchauffement climatique qui pourra varier entre plus 2 et plus 6 degrés typiquement. Ce qui veut dire que notre ville qu'on est en train de construire maintenant, on ne sait pas si elle va subir un réchauffement de plus 2 degrés ou un réchauffement de plus 6 degrés. Et le problème, c'est qu'on est en train de la construire maintenant. Donc ça pose tout ce problème-là. Et c'est là qu'intervient la végétation au niveau du réchauffement climatique global, parce que donc là, ça c'est une photo d'une forêt en Amazonie. La végétation capte le CO2. Donc on l'a déjà mentionné à l'exposé tout à l'heure. Donc on va avoir, la végétation est un moyen pour empêcher le CO2 d'augmenter encore plus dans l'atmosphère par captation et donc du CO2. Donc ça, c'est un élément qui peut permettre d'atténuer le réchauffement climatique. Moins de CO2 égale moins de réchauffement climatique à l'échelle globale. Donc ça veut dire quoi, plus 2 à plus 6 degrés? Plus 6 degrés, ça pourrait dire que le climat de Paris, dans 100 ans, c'est le même que le climat de Cordoue. Alors Cordoue, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le sud de l'Espagne, l'Andalousie. Ce n'est pas connu pour être un climat particulièrement frais. Donc, si Paris se retrouve avec le climat de Cordoue, on peut bien imaginer tous les problèmes que ça peut engendrer d'un point de vue confort d'été, par exemple,
ou d'un point de vue biodiversité et acclimatation des espèces. Donc, on pourrait aussi avoir Paris qui se retrouve au niveau du climat de Bordeaux. Là, déjà, c'est peut-être moins grave. Voilà. Et le troisième élément, c'est l'îlot de chaleur urbain. Donc le fait qu'il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. Donc ça, c'est une carte d'une moyenne sur 30 ans, donc des températures nocturnes. Parce que l'îlot de chaleur, c'est la nuit principalement qui est le plus fort. Le jour, on a à peu près la même température à la campagne ou à la ville. Après, suivant où on se situe en ville, on peut avoir des contrastes. Mais on n'a pas une très grosse différence en température de l'air. Par contre, la nuit, là, on a une différence de température. Là, en moyenne sur l'année, on a 2 à 3 degrés de différence entre Paris intramuros et le reste de l'Île-de-France. Donc, ça, c'est en moyenne, 2 à 3 degrés. Quelquefois, c'est 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'îlot de chaleur. On verra après quelles sont les conditions qui font qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Mais parfois, on a 10 degrés de différence. Et il fait 10 degrés plus chaud à Paris qu'aux alentours. Donc dans ce cas-là, ça va quand c'est l'hiver, bon, en général l'hiver c'est pas 10 degrés, c'est plutôt 6-8 degrés, c'est plutôt bien. Quand c'est l'été, là, si c'est un été frais, ça va. Si c'est un été chaud, bah, ça peut avoir des conséquences sanitaires. D'autant plus que les conditions favorables à l'îlot de chaleur sont aussi les conditions favorables à ce qui est de la pollution. Donc on va être attaqué d'une part par la pollution et d'autre part par les fortes températures et un inconfort thermique important. Donc ça, c'est typiquement ce qui s'est passé en 2003 pendant la canicule, où les derniers jours de la canicule, la température la nuit à Paris, c'était 31 degrés. La nuit. Donc là, les organismes humains n'arrivaient plus à récupérer de la chaleur qu'ils avaient emmagasinée la journée, et ça a conduit à la surmortalité de 2003 en région parisienne, qui était de 15 000 morts. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'îlot de chaleur urbain, ce n'est pas un phénomène comme le réchauffement climatique qui va arriver dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est un phénomène qu'on a maintenant, parce que c'est un phénomène qui est lié à la ville. Donc ces 10 degrés, déjà, on les a. Alors on ne les a pas tous les jours. Il y a des conditions défavorables. Quand le vent est fort, ça balaye tout, et donc il fait à peu près la même température qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne, d'autant plus si on a des nuages ou si on a de la pluie. Par contre, on a des conditions favorables quand il n'y a pas de vent, parce que la chaleur qui va s'accumuler en ville, elle va rester là, et qu'on a un ciel dégagé, parce que le moteur principal qui va nous produire notre îlot de chaleur, c'est le soleil. Parce que ce qui va nous apporter le plus d'énergie, ce n'est pas la combustion, les moteurs à combustion dans les voitures, c'est pas le chauffage ou la climatisation, même si ça joue un petit peu. Ce qui va nous apporter le plus d'énergie dans notre ville, c'est le soleil. Alors après, je parle pas là de panneaux solaires, je parle de ça va nous chauffer notre ville. Il faut aussi plus chaud le jour que la nuit, c'est aussi naturel. Voilà. Alors pourquoi on a l'îlot de chaleur? Donc je vais le dire tout de suite, c'est pas le CO2. Je reviendrai après. Le CO2, ça nous explique le réchauffement climatique à l'échelle de la Terre, mais ça ne nous explique pas le réchauffement à l'échelle de la ville. C'est autre chose. Alors pourquoi? Donc là, on a fait des études. On a fait par exemple aussi des campagnes de mesure, où là je présente à gauche une campagne de mesure qu'on a effectuée sur Toulouse, où on avait implanté un mât de 30 mètres sur le toit d'un immeuble, des petits mâts sur Toulouse, pour voir quels étaient les échanges d'énergie par les mouvements de l'air entre donc, la ville et l'atmosphère au-dessus. Et en quantifiant ces mouvements, on peut voir qu'est-ce qui transite comme énergie entre la ville et l'atmosphère. Voilà. Et puis à droite, je présente les champions du monde en fait, de tours météorologiques urbaines pour faire ces études de climat urbain, ce sont les Chinois. Donc ils ont une tour de 300 mètres, en plein centre-ville de Pékin. Alors, pourquoi et comment ils ont réussi à avoir ça, sachant que c'est quand même très difficile d'avoir des autorisations pour construire une tour en ville. C'est simple. Donc eux, ils sont déjà très intéressés par toutes les problématiques d'urbanisation galopante et d'îlots de chaleur en particulier. Mais c'est pas. En fait, la tour, ils l'ont construite il y a 30 ans. 30-40 ans.
Et à cette époque-là, la tour, elle était à la campagne. Et ils ont juste attendu que la ville grossisse, et maintenant, elle est entre le 2e et le 3e périphérique. Voilà. Il y en a 7 à Pékin, des périphériques. Voilà. Donc maintenant, elle est vraiment au centre-ville. C'est une bonne méthode, mais je ne suis pas sûr que ce soit applicable chez nous. Voilà. Donc, l'îlot de chaleur urbain, ce n'est pas lié au CO2, et pourtant, la végétation, elle rafraîchit la ville. Là, on peut le voir très, très clairement donc, sur cette image d'un document de l'APUR. L'APUR, c'est l'agence parisienne d'urbanisme, où on voit ici une photo infrarouge qui mesure en fait la température des surfaces. Et donc là, on voit par exemple que les bâtiments sont beaucoup plus chauds, que la végétation, en particulier les pelouses qui sont plus fraîches, en bleu. Et ce qui est le plus chaud, c'est cette zone-là. Et ça, c'est quoi? C'est la route. Donc la route qui est sombre et qui chauffe fortement. Donc ça, c'est une photo juste après le coucher du soleil. Donc on va avoir, on se rend bien compte en regardant ça, que si on met de la végétation, on va refroidir notre ville. Parce que sinon, la ville est plutôt à ces températures orangées. Voilà. Mais elle rafraîchit la ville, la végétation, mais pas du fait du CO2. Donc on va regarder un peu les effets. Donc il y a 2 effets principaux. Donc un effet qui est bien connu, c'est l'effet d'ombrage. Quand on est sous un arbre, on a moins chaud que si on est à côté de l'arbre. Donc ça, c'est simplement parce que si on regarde 100% de la lumière du soleil qui arrive, il y en a une partie qui repart vers l'espace, qui est 30%, il y en a 50% qui restent dans l'arbre, et il y en a 20% qui traversent, et quand on se retrouve à l'ombre, donc on reçoit quand même beaucoup moins de soleil. Et d'ailleurs, ça, c'est une stratégie d'adaptation à moindre coût. Comment faire en sorte que les piétons soient confortables en ville? Il peut suffire de planter des arbres au feu rouge. Pourquoi? Parce qu'au feu rouge, c'est l'endroit où les piétons restent et attendent. Et donc c'est là qu'ils sont le plus longtemps. Donc il suffit de planter un arbre au feu rouge, ils se mettent à l'ombre, et comme ça après, ils peuvent continuer leur chemin. Voilà. Donc ça, c'est le premier effet. La question, c'est qu'est-ce qui se passe des 50% qui restent dans l'arbre, du rayonnement qui est capté par l'arbre, donc qui est capté pour la photosynthèse. Donc si cette énergie repartait directement dans l'atmosphère, ça chaufferait autant qu'un bâtiment. En fait, non. Cette énergie, elle sert à faire de la photosynthèse, et pour faire de la photosynthèse, ça va servir à extraire l'eau qui est dans le sol, par les racines, et par évaporation, ça va relâcher de la vapeur d'eau. Donc ça va humidifier l'air, mais surtout, ça va consommer toutes ces 50% d'énergie pour transformer l'eau, qui était de l'eau liquide dans le sol, en eau vapeur qui est relâchée dans l'atmosphère. Donc ça, c'est l'effet principal de transpiration des plantes qui va expliquer pourquoi la végétation, d'une part, est plus fraîche, et donc du coup, on refroidit l'atmosphère. À échelle locale, donc à l'échelle de notre ville. Donc ça permet de comprendre ce qui se passe quand on a une ville sans végétation, donc quand une ville très imperméable. Donc à la campagne, en journée, on va avoir consommation de l'énergie solaire principalement par évaporation, avec un petit peu de chauffage, alors que dans la ville, on va chauffer directement aussi l'air, mais après, comme il y a beaucoup de mouvements, de turbulences, tout ça, en journée, l'air en ville et à la campagne va quand même se mélanger assez fortement. Donc on va avoir assez peu de contraste entre les deux. Mais il y a surtout une grosse partie de l'énergie, à peu près 50%, qui, elle, va servir à chauffer les routes, chauffer les toits, chauffer les briques, les pierres, etc. Et on se rend bien compte que quand on met la main sur un mur en fin d'après-midi, le mur, il est chaud. Donc il y a plein de chaleur qui a été emmagasinée dedans. Et cette chaleur, la nuit, elle repart. Elle repart vers l'atmosphère, et donc elle empêche l'air de se refroidir. Et donc c'est à ce moment-là, à la campagne, ça se refroidit beaucoup, et en ville, ça se refroidit peu. Et donc du coup, on a un îlot de chaleur. Et donc, si on rajoute de la végétation en ville, cet effet-là, on va pouvoir l'atténuer. Voilà. Donc c'est pour ça que la végétation, c'est un levier pour s'adapter. Donc la ville chauffe, elle sera encore plus chaude avec le réchauffement climatique, mais la végétation va nous permettre de refroidir la ville. Bon, c'est un levier, mais ce n'est pas le seul. Voilà. Donc là, je présente juste quelques exemples de végétation. Il peut y avoir là, on met de la végétation sur les toits, sur les murs, par terre dans les allées de tramway. On peut aussi mettre tout simplement des arbres d'alignement ou des arbres dans des parcs. Il y a d'autres moyens pour adapter la ville au changement climatique. Il peut y avoir la rénovation des bâtiments.
de rénovation thermique, pour qu'ils consomment moins d'énergie, qu'ils relâchent un peu moins d'énergie à l'extérieur. Il peut y avoir des formes urbaines qui sont plus adaptées au climat local. Donc ça, par exemple, les villes, les cœurs anciens des villes sont en général adaptés à leur climat. Donc les oasis au Sahara, par exemple, sont bien adaptés au climat du Sahara, avec des maisons en terre cuite ou en terre. Par contre, souvent, dans ces mêmes oasis, maintenant, les gens préfèrent construire à l'occidental avec des bâtiments de 3 étages en béton. Parce que ça fait mieux, ça fait moderne. Et donc, du coup, quel est le premier appareil électrique que ces gens achètent? C'est pas l'ampoule, c'est le climatiseur. Et s'ils ont assez d'argent, ils achèteront l'ampoule. Parce que ces bâtiments-là ne sont pas du tout adaptés à leur climat. Donc ça, c'est juste un exemple de... Voilà, historiquement, les villes en général sont adaptées à leur climat, pas forcément les villes modernes. Donc la climatisation, elle est là. Donc ça, c'est climatisation à tous les étages. À Pékin, les bâtiments d'habitation, ils ont tous prévu de toute façon la niche pour le climatiseur. C'est dans le plan, c'est pas la climatisation sauvage. Il peut y avoir des stratégies de verdissement et des stratégies d'humidification des chaussées, par exemple en cas de canicule uniquement, ou simplement changer donc, ces comportements, ces activités en période chaude. Voilà. Donc, il y a quelques points clés à retenir au niveau de l'adaptation. Donc, en 2100, ce qu'on a trouvé dans nos projets de recherche, c'est qu'en 2100, on ne pourra sans doute pas se passer de la climatisation. Alors, quand on dit ça dans des conférences où il y a des urbanistes, tout ça, ils sautent au plafond parce qu'on leur dit actuellement essayez de ne pas mettre de climatisation. Et puis là, on leur dit la climatisation, vous ne pourrez peut-être pas y échapper. Pourquoi on ne pourrait peut-être pas y échapper? Parce que c'est possible, suivant l'intensité du réchauffement climatique, qu'en 2100, on ait déjà que 2003, ce soit un été frais et qu'on ait donc des canicules qui durent 1 mois ou 2 mois au lieu de 15 jours. Donc, on ne pourra sans doute pas s'en passer. Après, on peut peut-être limiter son usage. Et c'est peut-être là que les autres leviers vont jouer. Donc, parce que d'une part, ça a quand même des inconvénients d'utiliser la climatisation. D'une part, ça implique une hausse importante de la consommation d'énergie en été. Donc actuellement, le pic de consommation d'énergie, il est en hiver pour le chauffage, pour les bâtiments, et l'été, on ne le voit pas beaucoup. Par contre, avec le réchauffement climatique et avec, d'une part, l'utilisation de plus en plus massive de climatisation qui risque d'en découler, le pic d'été pourra devenir plus important. C'est déjà ce qui se passe en Espagne. Voilà. Et surtout, la climatisation, c'est un moyen pour s'adapter rapide à ça. En 2 heures, on installe sa clim et hop, on est adapté dans son logement. Mais, d'une part, on réchauffe la chaleur qu'on prend dedans, on la rejette dehors. Donc, on a un confort extérieur qui est moins bon. On doit climatiser plus parce qu'on a réchauffé dehors. Et les maisons qui n'ont pas de climatisation, les gens sont encore moins bien dedans. Et ça consomme de l'énergie, donc ça va aggraver à terme le réchauffement climatique. C'est-à-dire que dans sa maison, on va être bien. Par contre, le réchauffement climatique global, ça contribue à l'augmenter. Alors qu'il y a d'autres leviers d'action qui permettent de combiner l'adaptation et l'atténuation. Donc il y a des plans ciblés, donc arroser les chaussées en période de canicule. Donc là, il y a eu des tests qui ont été faits par la mairie de Paris, par exemple, cet été, pour tester ce système. Donc la rénovation, j'en ai parlé. La végétation urbaine, mais là, ça pose la question des ressources en eau, parce que, souvenez-vous, le petit arbre, là, avec les 50% d'énergie absorbée par l'arbre. Pourquoi l'arbre est refroidi? L'arbre est refroidi parce qu'il prend de l'eau par ses racines et qu'il évapore de l'eau. S'il n'y a plus d'eau, il n'a plus aucun effet thermique. Il ne va plus rafraîchir. Donc il ne va plus climatiser la ville. Donc ça veut dire que si on veut que la végétation, elle serve à refroidir notre ville, il faut aussi qu'on l'arrose. Et si on veut faire ça à l'échelle de toute la ville, on veut le faire en général en période de canicule, c'est en période où il n'y a pas d'eau. Ça veut dire qu'il faut sans doute mettre en place aussi des systèmes de récupération d'eau de pluie à l'échelle du quartier ou à l'échelle de chaque maison ou bâtiment, de façon à pouvoir irriguer au moins un minimum sa végétation en été. Voilà. Et il y a d'autres études sur l'organisation spatiale, je vais en reparler juste après. Mais un autre levier très efficace qu'on a réalisé, c'est que en fait, c'est le comportement des usagers, des habitants dans ces maisons. Si on chauffe à 19 ou si on chauffe à 21, on ne va pas du tout consommer la même énergie. Pour se chauffer, on ne va pas relâcher la même énergie à l'extérieur.
Pareil, si on climatise à 18, à 23 ou à 26, on ne va pas du tout avoir le même impact sur son environnement. Donc là, et on a aussi l'effet de est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on ouvre les volets. Dans le sud, par exemple, en été, on a l'habitude de fermer les volets quand il y a du soleil. Dans le nord, un peu moins, mais c'est encore faisable parce qu'on a des volets en France. Quand on est dans des pays plus nordiques, comme l'Angleterre ou comme la Finlande, etc., le problème c'est qu'ils n'ont pas de volets à leur maison. Ils ont des rideaux en général, mais en général, ils n'ont pas de volets. Donc du coup, ils ne peuvent même pas fermer les volets. Et par exemple, le centre météorologique de Finlande, à Helsinki, est obligé de climatiser à fond tout l'été. Ce qui est un petit peu dommage en Finlande. Parce que tout ça, ils sont pas... Voilà. Donc, les comportements et les usages sont quand même un levier très efficace. Après, c'est est-ce que les gens sont prêts à le faire ou pas. Les Américains aiment se climatiser à 18 degrés. Tous les hôtels parisiens sont donc climatisés à 18 degrés pour la clientèle des USA et la clientèle du Moyen-Orient. Peut très bien survivre dans un hôtel climatisé à 25. Donc, ça pose des questions comme ça. Donc, deux petits exemples. Donc, un où on quantifie un peu sur l'impact de la climatisation. Donc là, on a fait des études avec le modèle météorologique urbain très fin. Et on a essayé de voir quel était l'impact de climatiser sur les îlots de chaleur. Donc on a en courbe noire notre îlot de chaleur classique sans rejet de climatisation particulier. Donc là, c'est entre le centre-ville de Paris et des zones pas très éloignées encore. Donc là, on a déjà 4 degrés. À l'échelle de toute l'île de France, c'est plutôt 8 degrés, quand on va encore plus loin. Donc là, on a notre îlot de chaleur. On voit que dans le parc, ici, on est plus frais. Et par contre, si on climatise avec des hypothèses d'équipement à horizon 2020-2030, qu'on a pris dans un rapport européen, là, on se rend compte qu'on peut, dans les arrondissements centre de Paris, réchauffer l'air pendant la nuit de 2 degrés. C'est-à-dire qu'on va climatiser, mais ça va avoir un impact quand même assez important dans les arrondissements centres, ceux qui sont vraiment le plus climatisés. Voilà. Une autre étude qu'on avait faite, c'était une étude sur le Grand Paris. Alors le Grand Paris, pas le métro, mais la consultation qui avait été faite avant, où il y avait une consultation du ministère de la Culture auprès de 10 équipes d'urbanistes et d'architectes pour proposer leur vision de la métropole parisienne en 2030. Et là, on avait travaillé donc avec le groupe Descartes pour quantifier l'effet d'aménagement possible à l'échelle de toute la région parisienne sur les îlots de chaleur. Donc, ils étaient partis donc, de l'état actuel de Paris, de la région parisienne, et ils avaient proposé de modifier les cultures céréalières dans la partie plus proche de Paris, à distance à peu près Mantes-la-Jolie, Melun, transformer ça par des cultures maraîchères. Parce que ça permet de favoriser les circuits courts, ça permet donc ça a des impacts au niveau plus socio-économique et niveau atténuation du changement climatique aussi, du fait qu'on a des circuits courts. Ils avaient proposé de planter des arbres pour relier toutes les forêts à l'est de Paris ou à l'ouest, etc. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que ça avait un impact aussi sur les îlots de chaleur urbains. C'est-à-dire que là, on ne touchait pas à la ville, on touchait juste à la végétation et au type de culture à l'extérieur. Donc là, par exemple, on voit la forêt de Sénart et la forêt de Fontainebleau, qui était... elle est où la souris ? Là. La forêt de Sénart et Fontainebleau qui se retrouvent reliées par un grand corridor. Donc là où les forêts sont implantées sur des cultures actuelles, ou changement de type de pratique culturelle. Et là, l'été, un champ moissonné, c'est un champ moissonné, il n'y a plus de végétation, ça ne va pas rafraîchir quoi que ce soit. Alors que des cultures maraîchères, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sol, même si on n'a pas de canicule, c'est quand même la végétation qui est encore vivante et qui va évaporer, qui va rafraîchir un petit peu. Et c'est ce rafraîchissement qu'on a à l'échelle autour de Paris, ça se répercute sur Paris, du fait des mouvements de l'air pendant la nuit. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait montré. Donc en fait, on peut mettre le pendant de la climatisation, ça peut réchauffer 2 degrés, mais il y a d'autres leviers qui permettent de diminuer de 2 degrés. Donc après, il faut choisir. Voilà. Donc juste, je remets ce transparent pour vous rappeler un petit peu les différents types d'adaptations qu'on peut faire.
Voilà, donc ça, on l'a travaillé au sein de différents projets de recherche qui sont là. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur les sites internet de ces projets-là, qui sont notés là. Ou alors aussi sur les sites de l'Agence parisienne du climat et de la Pure, qui ont fait des documents donc, de vulgarisation sur l'îlot de chaleur urbain et l'adaptation au changement climatique, spécifiquement pour l'agglomération parisienne. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est toujours la première qui est la plus dure. Micro. Oui, merci. On parle beaucoup de l'isolation des parois dans les nouveaux bâtiments ou même des anciens bâtiments améliorés pour isoler. Mais au point de vue albédo, enfin je ne sais pas comment, des parois et des toitures surtout, hein, est-ce qu'il est prévu quelque chose? Quand vous êtes au 6e étage, au 7e étage à Paris, avec généralement des toits en zinc, moi, ces architectes, ils disent il n'y a rien à faire. Vous allez cuire jusqu'à 1h du matin avant qu'il fasse frais. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, de possible? Alors, donc d'abord, pour expliquer, l'albédo, c'est un terme de jargon un peu scientifique. En gros, c'est la couleur. C'est est-ce que la surface est claire ou foncée. Donc en gros, si on a une surface claire qui réfléchit beaucoup la lumière du soleil, on va du coup moins chauffer les pierres, moins chauffer les toits, et du coup moins chauffer l'intérieur des maisons ou des immeubles. Donc effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur qu'est-ce qu'on fait avec des toits, soit des toits végétalisés, donc là, ou soit des toits peints en blanc. Donc ça, il y a beaucoup de travaux aux États-Unis, par exemple, pour quantifier l'effet d'avoir des toits peints en blanc pour réfléchir, pour que ça chauffe moins à l'intérieur. Donc que ce soit les toits, ça peut être aussi les murs, ça peut être aussi faire des routes un peu plus claires. Après, le problème de faire des routes un peu plus claires, c'est qu'on est ébloui quand on conduit la voiture. Donc on ne peut pas non plus mettre un miroir pour la route. Mettre des murs blancs, c'est ce qui se fait typiquement dans tout ce qui est ville méditerranéenne dans les centres historiques. C'était justement pour se protéger du soleil, éviter que, plutôt que de laisser la chaleur du soleil chauffer les maisons, on la réfléchissait directement vers l'espace, comme ça ne chauffait pas. Par contre, c'est un inconvénient, c'est que quand on est un piéton à l'extérieur, on est quand même pas mal ébloui, et donc on est un peu plus inconfortable thermiquement aussi, parce que cette chaleur elle est aussi renvoyée vers les passants. Mais effectivement, il y a des aspects là-dessus. Il y a des études aussi sur l'isolation des bâtiments par l'extérieur, qui permet aussi de moins stocker de chaleur, puisque historiquement, en France, on isole à l'intérieur. Donc en gros, tout ce qui est notre masse de mur qui est épais comme ça va pouvoir nous stocker de la chaleur, et puis ça va bloquer à l'intérieur. Si on bloquait cette chaleur à l'extérieur, on la relâcherait directement dans la journée. Donc ça chaufferait peut-être un pouillème plus en journée, mais la chaleur qu'on rejette en journée a beaucoup moins d'effet sur la température, parce que c'est mélangé sur une épaisseur de 1 ou 2 km de haut, alors que la nuit, du coup, on aurait moins de chaleur à rejeter vers l'atmosphère, on aurait un niveau de chaleur qui est plus faible. Donc effectivement, il y a des aspects liés à la rénovation du bâti qui peut modifier notre îlot de chaleur. Les centres data, les gros centres data, ils ont des systèmes qui permettent d'évacuer plus facilement la chaleur aussi. Alors les data centers, ça c'est les plus gros consommateurs d'énergie. Donc à Paris, il y a il y a une boîte qui s'appelle Climespace qui fait un réseau de froid. Donc il y a un réseau de chaleur urbain et il y a un réseau de froid urbain. Donc c'est Climespace. Et donc les grosses installations comme ça peuvent utiliser des systèmes où la chaleur de la climatisation, au lieu d'être relâchée simplement vers l'atmosphère, comme des petits climatiseurs que j'ai montrés là, ils rejettent soit dans l'eau de la Seine, après ça a des problématiques de chauffer l'eau de la Seine, ou d'utiliser des tours aéroréfrigérantes, et donc du coup, ça rejette de la vapeur d'eau et ça chauffe quasiment pas l'atmosphère. Pour ainsi dire, ça chauffe pas l'atmosphère. Ça,
Par contre, ça a l'inconvénient possible de la légionellose, puisque c'est ces tours aéroréfrigérantes où il y a la légionelle qui se développe. Donc du coup, il y a des problèmes de santé publique adaptés au choix qu'on utilise de climatiseur. Après, oui. Non, le micro là. Bonjour. J'ai un petit peu vécu déjà le réchauffement climatique, si je peux dire. Parce que j'ai vécu 20 ans à New York et je peux vous assurer que là-bas, les canicules et tout ça sont celles que vous citiez qui peuvent durer un mois. Voyez-vous. Maintenant, mon expérience à moi, là, c'est que ce qu'il y a de plus pénible, n'importe quel New-Yorkais pourra vous le dire, c'est l'humidité, le degré d'humidité de l'air. C'est ça qui va faire que la chaleur est supportable ou ne l'est pas. Tout à fait. Oui. Par exemple, si vous êtes à New York, vous allez un petit peu dans ces moments en été dans la campagne, ça ne fait aucune différence. C'est lourd, il n'y a pas de vent. Et bon. Alors, quelque part, j'espère que j'ai tort, mais si on met trop de végétation, puisque vous venez de dire que les arbres, en fait, absorbent l'eau et en fait de la vapeur, si vous voulez, est-ce qu'ils n'humidifient pas l'air et par conséquent rendent l'atmosphère plus difficile à se refroidir? Parce que c'est les particules d'eau qui gardent la chaleur. Alors, donc la chaleur, elle est consommée parce qu'on a un changement de phase de l'eau, on passe de liquide à vapeur. Donc la chaleur, elle est consommée. Après, à New York, c'est humide aussi pas mal parce que c'est aussi une ville qui est en bord de mer, je pense, qui fait qu'on a quand même là une source d'humidité quand même assez importante. Mais effectivement, rajouter de la végétation, ça va forcément humidifier un peu plus l'air. Ceci dit, ça peut avoir des effets assez importants sur la température, en général plus faible quand même sur l'humidité. Donc on va, en baissant la température, on va augmenter un petit peu effectivement l'humidité relative, mais plus par l'effet qu'on a baissé la température que par l'effet qu'on a rajouté de l'eau qui s'est évaporée par les plantes. Après, c'est sûr que le confort à l'extérieur, il va être principalement piloté par des facteurs météorologiques comme le vent, l'humidité, la température et le rayonnement reçu. Donc si on est à New York, alors ça je ne sais pas, mais tout ce qui peut être réfléchi par exemple par les parois vitrées des buildings, ça doit aussi contribuer à l'effet d'inconfort. Et après, le deuxième effet, c'est l'activité de la personne, comment elle est habillée, comment elle court, etc. Donc là, effectivement, il y a des effets... Oui, on nous a présenté le phénomène urbain comme quelque chose de définitif et qui ne peut que continuer. Or, nous, Homo sapiens, on existe depuis au moins 200 000 ans, et sur ces 200 000 ans, les villes, elles n'ont commencé qu'il y a 6 000 ans en Mésopotamie, et nous sommes en train de vivre la fin du processus. C'est-à-dire, on nous a dit tout à l'heure, il va y avoir tant de mégalopoles, maintenant il y en a tant, il y a tel pourcentage de population en ville, mais ça ne va pas continuer comme ça. Il faut sortir de cette théorie continuiste, comme si tout est beau, Madame la Marquise, ça va continuer. Or, c'est la fin parce qu'une ville, ça consomme beaucoup trop d'énergie, ça va achever d'épuiser toutes les ressources géologiques, toutes les ressources minières de la Terre, et on est en train d'en voir la fin. Donc une ville, ça a un énorme impact sur la biodiversité, parce qu'une ville, c'est pas simplement là où il y a la ville, mais une ville, c'est quelque chose de parasite qui va utiliser très loin plein de ressources, et donc plein d'énergie, plein de mines vont s'épuiser à cause des villes. Et je pense qu'il faut s'habituer au fait que, par exemple, nous sommes à la veille de l'effondrement des sociétés industrielles et que la France va bientôt passer de 60 millions d'habitants à 30 millions d'habitants. Et les personnes qui ont le plus de chances de survivre dans cet effondrement, ce sont les gens qui vont avoir l'heureuse idée
de partir à la campagne et d'essayer de vivre au plus près de leurs ressources alimentaires en ayant la plus faible empreinte écologique possible. J'ai été totalement effrayé de vous entendre parler de clim. Pour moi, la climatisation, ça devrait être absolument et d'urgence interdit, de même que le chauffage électrique, parce que la France est le seul pays d'Europe à avoir une telle consommation d'électricité pour le chauffage. L'Allemagne ne fait absolument pas ça. Donc je suis vraiment bouleversé par tout à fait, tout mais ce que vous nous dites. la question, c'est pas de dire est-ce que la ville... je suis tout à fait d'accord avec vous que la ville a un impact sur son environnement local ou même environnement à grande distance qui est énorme. Après, ça, c'est lié au mode de vie des personnes. Donc c'est pour ça que j'ai dit que les usages étaient un levier important. C'est qu'il faut aussi que les gens puissent prendre conscience après qu'ils peuvent modifier leurs usages. Alors après, est-ce que tout le monde va habiter à la campagne ? Certes, les hommes sont là peut-être depuis 200 000 ans. Mais après, ce qui est important de voir, c'est aussi la population. Et là, on a eu une croissance démographique énorme depuis l'ère industrielle. Elle va continuer, cette croissance démographique à l'échelle mondiale, jusqu'en à peu près 2050, a priori. Et après, bon, les estimations, ça va se stabiliser ou pas. Mais de toute façon, l'ordre de grandeur de la population, il va être incompatible, au moins à l'échelle de 1, 2, 3, quelques siècles, avec le fait de ne pas habiter du tout en ville. On pourra pas... il y aura trop de monde, de toute façon, pour le faire. Donc, les villes, on ne peut pas juste dire « Ah, on va habiter la campagne ». Parce que là, ça serait vrai si on était 100 000 habitants sur la Terre. Mais ce n'est pas le cas. On est 7 milliards. On prévoit 1 milliard en 2100. Non, ça c'est vraiment... Moi, je crains que vous n'ayez raison, effectivement, oui. Mais je pense que justement, toute l'ambition de l'écologie scientifique actuelle, c'est d'essayer de faire en sorte que ces prédictions très alarmistes se passent peut-être le plus tard possible. En tout cas, effectivement, la ville, c'est quand même une solution pour héberger un maximum de citoyens sans dévaster l'ensemble de la planète. Heureusement qu'il y a des villes, parce que sinon... effectivement, l'étalement urbain, par exemple, est extrêmement délétère pour la biodiversité, pour le climat, pour énormément de choses. Et donc, finalement, la ville dense, c'est la ville vers laquelle on a l'impression qu'une solution peut être trouvée pour concilier population humaine et habitabilité de la Terre. C'est-à-dire que tout l'objet de la recherche, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme compromis ? Qu'est-ce qu'on peut accepter en tant qu'être humain ? Est-ce qu'on peut accepter de vivre dans des tours immenses et laisser la nature vierge autour ? Quel modèle peut-on proposer pour justement rendre compatible humanité et vie sur Terre ? Malheureusement, enfin, ce que vous dites est très possible et l'avenir le dira. On espère que ça ne va pas arriver trop vite, ce que vous nous dites. Oui, bonsoir. Merci pour la conférence. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai plusieurs questions, enfin, un peu un secteur de questions, on va dire, par rapport à ce que vous avez dit. Pour continuer peut-être un petit peu plus le débat, je voulais connaître un petit peu votre point de vue et surtout votre expérience. Par rapport à tout ce qui est, on va dire, la question politique, c'est-à-dire vous, comme ressenti personnel, puisque vous êtes un petit peu peut-être au cœur des recherches, donc j'imagine et j'espère que vous êtes sollicité par les politiques, justement pour voir un petit peu ce qu'ils vont mettre en place, ce vers quoi ça va tendre. En voyant vos têtes, ça n'a pas l'air génial. Je ne sais pas à qui vous vous adressez en particulier. Aux deux, à celui, si vous voulez répondre tous les deux. Et la deuxième chose qui a un petit peu en rapport avec ça, je pense que c'est peut-être plus pour vous, Nathalie, mais Valérie, allez-y aussi. C'est par rapport à la biodiversité, au maraîchage. Effectivement, donc vous parlez si on développe le maraîchage à côté des grandes villes, ou en tout cas si on les inclut un petit peu plus à l'intérieur, ça peut avoir un effet positif sur le climat en termes de température, c'est ça ? Oui. Et donc la question, quand on regarde un petit peu le monde agricole, c'est pas super favorable à l'implantation de nouvelles cultures de maraîchage, on va dire. Alors, pour répondre un peu à la première question sur le lien avec les politiques, au niveau réchauffement climatique global,
ça se fait via tous les experts du GIEC. Parce que là, on a l'avantage, c'est qu'en climat, on a déjà une structure scientifique et d'interaction avec les politiques au niveau mondial qui est déjà bien assise, où donc les gens ont confiance enfin les politiques ont confiance dans l'analyse scientifique qui peut être faite des différents résultats. Et je pense que vous n'avez pas ça encore en biodiversité, mais en climat, il y a cet outil qui est quand même très puissant pour faire passer de l'information. Après, est-ce que cette information est utilisée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Pour le moment, j'ai pas l'impression. Enfin, mon ressenti personnel, c'est que pour le moment, on a dépassé les courbes d'émissions des scénarios pessimistes de l'exercice du GIEC précédent. Donc pour le moment, on est plus dans les scénarios, on émet toujours beaucoup de gaz à effet de serre. Donc on n'est pas parti sur, c'est mon ressenti, mais sur la courbe à plus de degrés, pour le moment, si on fait rien, au niveau mondial. Après, au niveau local, les urbanistes et les collectivités sont quand même, pour le moment, plus au niveau de la recherche d'informations, justement, sur ces effets d'atténuation au changement climatique. C'est quelque chose qui, du point de vue îlot de chaleur, par exemple, est apparu assez récemment dans le paysage décisionnel ou politique, donc avec tout ce qui est plan climat, etc. Et même dans l'esprit du grand public, avant 2003, quasiment, les gens ne connaissaient pas qu'il y avait un îlot de chaleur urbain, ou en tout cas que ça pouvait avoir un impact néfaste. Parce que un îlot de chaleur urbain, c'est bien, ça permet de consommer moins de chauffage. Il faut quand même dire qu'il ne faut pas forcément dire que l'îlot de chaleur urbain, il faut lutter contre. Par contre, ça peut avoir des conséquences en été. Voilà. Et donc, après, pour la deuxième question sur le maraîchage, alors je ne vais pas répondre par la biodiversité, je vais répondre pour la mise en place de ça. Donc, les urbanistes qui avaient fait cette étude sur le changement des paysages à l'échelle de l'Île-de-France, ils avaient bien mentionné que ça ne pouvait pas se faire juste en le décrétant. Il fallait qu'il y ait sûrement une politique au niveau de la politique agricole commune pour favoriser ce type de culture périurbaine, pour en gros changer de paradigme et passer du tout céréalier à un autre type d'agriculture plutôt mixte. Mais ça pourra... Et pareil, ils avaient proposé aussi que quand on rajoute des forêts, ça se fasse avec de la sylviculture. Mais ça pourra évidemment pas se faire sans incitation probablement européenne. Après, pour la biodiversité... Ouais. Alors, moi, je répondrai aussi aux deux questions. Je pense que le temps politique et le temps scientifique, il n'est pas du tout à la même échelle. Et les mesures qu'il faudrait prendre pour réduire le gaz à effet de serre, pour repenser la ville, etc., c'est du temps très long. Et les politiques, ils ont besoin de solutions rapides et surtout qui ne cassent pas trop les pieds de leurs électeurs pour pouvoir être réélus, ce qui fait qu'il y a vraiment incompatibilité entre mise en œuvre de certaines politiques et qui seraient effectivement bénéfiques, enfin qui sont même indispensables pour la survie de l'espèce humaine à terme, peut-être à moyen terme, on va dire. Et c'est dramatique. Alors le problème, c'est qu'il faut d'abord que le grand public soit conscient des risques pour que les politiques réagissent. Et le grand public n'est pas très sensibilisé. On a tous des comportements complètement aberrants vis-à-vis de l'environnement. On le sait, mais néanmoins, c'est difficile de changer ses habitudes. Et puis, je crois que la part des lobbies, elle est phénoménale. Il y a beaucoup de villes qui ont abandonné les produits phytosanitaires, en sachant très bien que ça empoisonne les gens et que ça empoisonne l'environnement. Mais les lobbies chimiques font pression. Et je connais des élus qui ont voulu faire changer de pratique pour des grandes villes et qui ont été extrêmement soumis à ces lobbies qui ne sont pas prêts à lâcher l'affaire, hein, en disant que finalement c'est ridicule et que c'est pas si dangereux que ça. Quand on voit les gens qui passent les produits phytosanitaires harnachés comme ils sont, c'est quand même on pense qu'il y a des soucis. Et avec un peu de recul, on sait que l'emploi de ces produits-là sont extrêmement néfastes pour la santé publique. Donc voilà, les politiques, d'abord c'est des citoyens ordinaires avant d'être des politiques, et donc il faut qu'ils soient sensibilisés à ces problèmes-là. Et puis après, mettre en œuvre des politiques publiques en faveur de la biodiversité, ou de l'environnement, c'est pas toujours très populaire. Il y a beaucoup de gens qui ferment les yeux là-dessus en se disant, mais là, on nous dit qu'il y a réchauffement climatique, d'accord, mais et alors ? Et alors, il y a quand même des problèmes, comme on en a vu là aux Philippines. On ne peut pas ignorer que ces catastrophes climatiques sont certainement dues
aux activités humaines et fermer les yeux, c'est... Bon, nous, on est à Paris, on a de la chance, on a moins de cyclones et de tornades et de typhons en tout genre. Néanmoins, c'est l'ensemble de la planète qui est menacée et des populations vulnérables plus que nous. Pour ce qui est du maraîchage, alors je trouve que c'est une question extrêmement intéressante que beaucoup d'urbanistes se posent. Et on voit même dans des cours d'immeubles des pelouses qui sont transformées en jardins collectifs. Ce sont des jardins qui ont pour vocation à la fois de produire d'aider économiquement les populations qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et puis de faire une activité sociale qui rapproche les gens. C'est un peu dangereux parfois sur le plan environnemental parce que le sol n'est pas toujours bien adapté à la production de légumes, donc il faut rapporter du sol d'ailleurs pour pouvoir faire ça. Néanmoins, c'est extrêmement intéressant et on voit de plus en plus de jardins potagers collectifs s'implanter et je crois que c'est une chose excellente à la fois pour la biodiversité, pour peu qu'on n'utilise pas d'engrais, d'herbicides, etc. Et à la fois sur un plan économique et social, je crois que c'est très bien. On voit la multiplication de circuits courts, donc le système d'AMAP, etc., qui est extrêmement intéressant et qui favorise beaucoup l'agriculture maraîchère périurbaine. Je crois que c'est vraiment des choses à encourager. Et on voit même des maires qui utilisent des terrains communaux pour favoriser la production de légumes pour les hôpitaux et les écoles des villes. Et je crois que c'est vraiment extrêmement bénéfique. C'est une extrêmement bonne idée de repenser l'agriculture à des échelles beaucoup plus locales. C'est ce qui risque aussi de nous sauver, je pense. Je peux poser une question, rebondir sur ce que madame vient de dire. Et du coup, tous les espaces où justement, tout ce que vous nous montrez depuis tout à l'heure, les arbres, les pelouses, tout ce qui est entretenu et fait par la mairie, est-ce qu'il y a une réflexion d'utiliser ces espaces pour du maraîchage? Est-ce que c'est en cours de réflexion? Alors, on ne peut pas faire tout maraîchage, d'abord parce que tous les endroits ne s'y prêtent pas, et puis parce que les citadins n'ont pas besoin que de légumes, ils ont aussi besoin de voir des belles fleurs, ils ont besoin d'avoir des choses variées. Quand on veut faire son footing, on ne va pas le faire dans un potager, on va plutôt le faire dans un parc où il y a des espaces aménagés pour ça. Donc, il y a une grande diversité d'activités autour de la biodiversité. Et c'est bien qu'il y ait cette diversité parce que ça entraîne aussi des endroits favorables pour différents types d'espèces. Il y a des espèces qui vivent très bien dans des potagers, puis il y en a d'autres qui vivent très bien dans des parcs urbains, dans des forêts, dans des friches, etc. Et c'est cette variété qui fait la biodiversité intéressante d'une ville. Donc je crois qu'il ne faut pas faire tout maraîchage. C'est pareil, c'est des compromis. Il faut savoir équilibrer les choses entre les besoins des citadins, d'alimentation, de culture, de loisirs, et puis même des espaces fermés aux citadins pour qu'il y ait une espèce de respiration pour une certaine part de la biodiversité qui a peut-être un peu besoin d'un peu moins de contraintes que l'oppression des citadins. Oui, bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure pour limiter les vagues de chaleur, qu'on pouvait éventuellement végétaliser les toits. Il y a une autre solution technique qui est éventuellement de mettre des panneaux solaires. Alors, est-ce que vous pourriez faire la comparaison entre les deux solutions en termes global, production d'électricité et éventuellement un moindre réchauffement des toits quand il y a des panneaux solaires par rapport aux toits végétalisés? Et pour madame, je voulais vous demander, bon, maintenant ça fait quand même plusieurs années qu'un certain nombre de villes ont arrêté les produits phytosanitaires. Est-ce que vous avez noté des effets cumulatifs entre arrêter une année et arrêter 10 ans, savoir quel est l'impact? Et est-ce que vous avez noté, par exemple, depuis l'utilisation des filtres à particules, un effet bénéfique sur la biodiversité? Pour les fermes photovoltaïques, est-ce qu'il y a une biodiversité spécifique qui s'y développe? Alors, merci. Pour la comparaison entre toit végétalisé et panneaux solaires, donc la première chose, c'est que ça dépend beaucoup du type de toit végétalisé qu'on utilise. Donc si on rénove un bâtiment ou si on met juste un toit végétalisé extensif, donc qui est ça d'épaisseur, les toits vont avoir un effet rafraîchissant relativement faible, toujours parce que donc, si on ne les irrigue pas, parce qu'il y a très peu de stock d'eau, donc il va peut-être pleuvoir pendant l'hiver, tout ça, mais ça va s'évaporer en 2-3 jours. Et après,
on ne va pas avoir donc, d'effet rafraîchissant. On aura toujours un effet isolant, puisqu'on rajoute quand même de la terre, du substrat, etc. Au-dessus de son toit. Donc on va avoir un effet isolant, mais qu'on aurait pu avoir avec autre chose. Après, donc ça c'est si on n'arrose pas son toit végétalisé. Si on arrose son toit végétalisé, on va avoir un impact rafraîchissant sur le toit, donc qui va permettre de rafraîchir un petit peu l'intérieur des bâtiments. On n'aura pas un impact si fort que ça à l'échelle extérieure. Donc c'est plutôt on a quantifié qu'en mettant des toits végétalisés un peu sur tous les bâtiments à toit plat périurbain de Paris, on arrivait à baisser d'à peu près 0,5 degrés de manière globale la température de l'air. Bon. Mais ça a quand même fait. Après, les panneaux solaires, donc on pourrait se dire que donc, comme ils sont sombres, ils vont absorber pas mal d'énergie. De cette énergie, ils vont transformer une certaine partie soit en électricité, soit en eau chaude. Donc les rendements sont beaucoup plus efficaces pour de l'eau chaude, donc il vaut mieux utiliser des panneaux solaires pour chauffer son eau avant de mettre des panneaux solaires pour le photovoltaïque. Quand on est chez soi. Après, quand c'est sur un bureau, en général, c'est plutôt sur du photovoltaïque. Alors, j'ai pas encore de chiffres consolidés à donner, mais je pense qu'effectivement, des panneaux solaires à eau chaude vont avoir tendance à rafraîchir l'îlot de chaleur urbain, parce que donc il y a une grande partie de l'énergie solaire qui, au lieu d'être stockée dans le toit qui est dessous, va être transformée en eau chaude. Et cette eau chaude, on l'aurait chauffée de toute façon. Donc ça permet de faire des économies d'énergie et d'éviter de chauffer. Après, on peut aussi faire les deux. Donc il y a par exemple quelques expériences, ou même des implantations aux États-Unis, où il y a le toit végétalisé et au-dessus il y a les panneaux solaires. Donc rien n'empêche de mettre les deux. Après, du coup, il y a un peu plus d'ombre sur sa végétation, mais ça permet aussi qu'elle tienne plus longtemps en été. Donc on peut faire les deux, panneaux solaires et toit végétalisé. Moi, je dirais qu'actuellement, on n'a pas beaucoup le choix parce qu'il y a énormément de maisons qui se prêtent bien à la pose de panneaux solaires et pas du tout à la végétalisation. Mais c'est dommage parce que les toits, ce sont des surfaces qui sont énormes et qui, utilisées pour favoriser la biodiversité, sont extrêmement intéressants. Il y a des villes en Suisse, à Lausanne par exemple, ils ont prévu qu'un tiers des toitures soient végétalisées. Et je pense que c'est une source de surface pour la biodiversité qui doit réellement être pensée. Et à l'avenir, les bâtiments devront être construits plus pour accueillir de la végétation que des panneaux solaires qui, eux, consomment effectivement de la place. Et puis, alors, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que la production de panneaux solaires est extrêmement énergivore. Utilise aussi des composantes qui ne sont pas forcément... Qui sont encore puisés dans des ressources naturelles. Donc, bon, enfin, je ne connais pas bien cet aspect-là, mais je crois que l'utilisation des toits comme réservoir de biodiversité, c'est quelque chose sur lequel on est actuellement en train de travailler. Il faut trouver un compromis entre des toits où il ne faut pas qu'il y ait une gestion trop forte et surtout pas des besoins d'eau trop énormes, ni d'énergie, parce que sinon, c'est effectivement c'est pas une bonne chose. Donc il faut trouver les bons toits, la bonne végétation pour les toits et je pense qu'on peut décupler comme ça la surface allouée aux espèces sauvages en ville. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Alors après une autre partie, ah oui alors la question de l'arrêt des produits phytosanitaires, c'est spectaculaire. On voit effectivement un nombre d'espèces de plantes qui augmente assez rapidement. Surtout qu'en général, c'est couplé. On n'arrête pas seulement les produits phytosanitaires, on a aussi une gestion qui est plus douce, plus raisonnée. Et donc, on voit le nombre d'espèces augmenter énormément. Mais vous avez vu, rien que sur des pelouses, la différence entre des pelouses sur lesquelles on utilise des produits phytosanitaires et celles où on n'en utilise pas. On voit une différence. Mais ça se joue aussi à l'échelle d'un quartier, d'une ville. C'est extrêmement intéressant. Et le côté le plus spectaculaire, je crois, c'est les poissons qu'on trouve dans les rivières. Parce qu'évidemment, les produits phytosanitaires, ils ne restent pas simplement sur la petite herbe qu'on a voulu détruire. Ils s'infiltrent dans le sol, ils vont dans l'eau, dans les rivières. Et à Paris, on voit actuellement des espèces de poissons qui n'étaient plus dans la Seine depuis très longtemps. Et on lie ça à cet arrêt des produits phytosanitaires.
Alors pour les fermes photovoltaïques, là, je pense que tout l'espace qui est pris par ces panneaux est de l'espace en moins pour la végétation et la biodiversité. Donc peut-être qu'ils sont mieux dans le désert où il n'y a pas trop de concurrence avec la biodiversité que dans des prairies naturelles où là, il faut laisser toute la place à la végétation naturelle. Alors, on doit savoir s'il y a des études qui ont été menées concernant l'impact de la circulation automobile dans la production de chaleur en ville. Oui, il y a eu des impacts. C'est à peu près 50 fois moins que le soleil, que l'énergie apportée par le soleil. C'est-à-dire que les voitures, elles vont effectivement relâcher de la chaleur. Donc quand on est à côté, c'est très inconfortable parce qu'on est juste à côté de la source de chaleur. Mais dès qu'on se place au niveau de la rue dans son ensemble ou au niveau du quartier, en fait, c'est beaucoup moins fort que les sources d'énergie qui vont arriver d'une part par le soleil et d'autre part par le chauffage ou même la climatisation. C'est-à-dire que je vais donner quelques chiffres pour le soleil en été à midi, il chauffe à peu près 800 watts d'énergie qui arrive sur 1 mètre carré de sol. Donc une voiture, voilà, en France, grosso modo. L'hiver, c'est moins. Mais alors que une voiture, en moyenne, sur l'agglomération parisienne, donc il y a une étude qui a été faite par une chercheuse de l'école des ingénieurs de la ville de Paris, qui a montré qu'en moyenne, c'était 5 à 10 watts par mètre carré. Donc on voit l'ordre de grandeur, c'est pas du tout le même. Par contre, là où les voitures vont relâcher quelque chose qui est nocif, c'est tout ce qui est particules, polluants, etc. Où là, c'est la source majeure de pollution. C'est aussi une source importante d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, mais ce n'est pas une source importante de chaleur. Plus de questions. Juste brièvement, une question qui est de savoir, puisqu'on a le spécialiste des plantes et de la biodiversité, il y a des plantes, on utilise de plus en plus des plantes pour leur vertu dépolluante, voire on peut penser aussi à l'univers des champignons. Et la question est de savoir si il existerait, par rapport au milieu urbain, des plantes plus particulièrement dépolluantes qui seraient utiles dans ce cadre. Alors, il y a deux façons on peut dépolluer l'air ou dépolluer le sol. Pour ce qui est du sol, c'est une méthode qui est extrêmement utilisée, notamment dans des pays où il y a eu des pollutions par des industries peut-être moins contrôlées qu'ici. Quoique. Et donc, il y a des plantes qui absorbent la pollution par leurs racines et il suffit d'enlever les plantes pour dépolluer le sol peu à peu. On voit ça aussi sur les terrils dans le nord. Il y a une végétation qui est utilisée pour dépolluer. Donc ça se fait très bien. Et pour ce qui est de l'absorption de pollution atmosphérique, on sait qu'il y a des espèces d'arbres qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous dire lesquels parce que je ne sais pas très bien. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un laboratoire à Strasbourg qui travaille sur ces problématiques-là et qui, du coup, peut aider les villes à choisir quelles plantes, quels arbres particulièrement mettre dans la ville pour absorber le maximum de pollution. Oui, une petite question sur la dangerosité de manger des légumes cultivés en ville du fait des automobiles et de la pollution de l'air. C'est une étude d'un laboratoire allemand et il y a eu un article il y a 1 an à peu près dans le Canard enchaîné à ce sujet-là. On était en plein enthousiasme, jardin potager, AMAP, circuit court, etc. Et tout d'un coup, on se dit, ah là là, si on mange juste ce qui est à côté, on s'empoisonne. Alors, effectivement, il n'est pas conseillé du tout de manger des légumes qui sont produits juste à proximité des autoroutes et
enfin des autoroutes principalement, hein, des voies très, très passantes. Donc, il ne faut pas le faire, c'est évident. Maintenant, dès qu'on se met un peu à l'écart, il n'y a pas trop de problèmes. Ce qui pose problème, c'est la qualité du sol. Il y a effectivement beaucoup de sols urbains qui sont pollués et il y a des légumes qui ont tendance à concentrer ces polluants et donc ils ne sont pas consommables. Il y en a d'autres en revanche qui sont moins mauvais. Alors c'est pareil, je ne vous dresserai pas la liste parce que j'aurais trop peur de donner de mauvais conseils. Mais le mieux, c'est de rapporter de la terre, hein, de rapporter de la terre et de cultiver les légumes dans une couche de terre qui soit saine. Voilà. Alors on dit effectivement que quand on mange des choses qui sont produites en agriculture intensive, on absorbe tellement de pesticides que finalement la pollution qu'on récupère dans des légumes qui poussent en milieu urbain, elle est bien moins importante. Je crois qu'effectivement, l'agriculture intensive, c'est vraiment une façon de produire qui est pas spécialement bonne pour la santé. Mais enfin, tant qu'à faire, autant produire bien et bon à des endroits plutôt sains que de comparer des choses terribles entre elles. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'idée des fermes verticales. Alors, je crois que c'est pas du tout au point. Les fermes verticales, c'est quand même de l'agriculture industrielle. Avec des moyens énergétiques assez importants, des besoins en eau très forts, et puis des qualités de légumes qui ne seront peut-être pas au rendez-vous. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce type de production agricole, mais en tant qu'écologue, je ne la vois pas spécialement d'un très bon œil. Ça sera peut-être une solution incontournable pour alimenter les millions de personnes qui habitent les villes, mais j'espère qu'on trouvera d'autres moyens de produire des légumes de façon un peu plus naturelle, entre guillemets, qui pousseront au soleil plutôt que dans des tours. Merci beaucoup.